moi, j'aime bien parler de l'entreprise inclusive plutôt que de l'inclusivité, parce que ça fait encore mot sachant, etc. Donc, je vais me permettre, si tu l'acceptes, Mathis, de parler de l'entreprise inclusive. Bien sûr. Que certains, d'ailleurs, appellent l'entreprise responsable et inclusive. Et pour moi, une entreprise inclusive, c'est une entreprise responsable. Alors, basiquement, ce que moi, j'ai envie de partager, c'est que l'entreprise inclusive, c'est une entreprise qui va s'appliquer à elle l'image de la biodiversité. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est la condition sine qua non de la survie et du développement du vivant, donc de l'humain. Donc, cette entreprise inclusive, elle va développer des politiques dites diversité de manière à intégrer au sein de ses effectifs des personnes issues de formes de minorité, donc c'est-à-dire faire de l'intégration sociale, remplir son rôle quelque part de mission sociale en allant chercher à l'extérieur des profils qui ne sont pas dans le moule, j'ai envie de dire, traditionnel de ses effectifs. On peut souvent se poser la question de mais la diversité, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que la diversité, c'est un problème? En fait, c'est ni bien ni mal la diversité, ça est. Mathis, tu es un être humain unique et singulier, je suis un être humain unique et singulier. La diversité, elle est par définition. C'est pas un problème, c'est un fait. Et donc aujourd'hui, on se pose la question de comment l'entreprise, finalement, à l'image de la nature, peut intégrer des profils extrêmement variés, réparer quelque part cette forme d'injustice socio-professionnelle en recrutant et en maintenant en emploi de manière positive des personnes issues des minorités, étant profondément convaincue, je pense que l'entreprise inclusive, elle est profondément convaincue que la diversité est source de richesse. Et qu'en fait, cette richesse, elle va être au service de l'expérience humaine que vont faire chacune des parties prenantes, parce que c'est très intéressant de bosser avec des gens qui ne sont pas comme nous, et que cette diversité, elle va aussi être une richesse pour la performance, parce que maintenant, il y a plein d'études qui sont sorties et qui prouvent qu'à partir du moment où on est dans la pluralité, on innove davantage et on est productif davantage. Donc pour moi, voilà, cette entreprise inclusive, c'est finalement, elle est respectueuse à l'intérieur de ce qui se fait à l'extérieur, qui s'appelle la nature, et elle a cette volonté profonde de bien faire fonctionner des personnes qui sont différentes. Alors après, comment elle fait? Elle a ce qu'on appelle des pratiques inclusives. Donc, elle va d'abord aller rechercher dans son recrutement des profils qui sont plus éloignés de ce qu'elle a l'habitude de faire. Évidemment, on peut se poser la question de est-ce que c'est par véritable envie et par choix, ou est-ce que c'est par obligation quand on connaît toutes les difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises aujourd'hui? Toujours est-il qu'une politique diversité, d'un point de vue descriptif et quantitatif, permet d'améliorer ces externalités positives. OK. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que des entreprises qui ont des politiques diversité ne sont pas pour autant inclusives. C'est là où, en fait, il va y avoir une deuxième étape. Là où la politique diversité va permettre de recruter des profils différents et variés, le constat qu'on fait, c'est qu'on peut avoir une entreprise avec des collaborateurs avec des profils très ventilés et pour autant entendre de la part des collaborateurs et des collaboratrices qu'ils ne se sentent pas inclus dans l'entreprise. Donc, à mon sens, l'entreprise inclusive, il y a une deuxième étape qui consiste non plus seulement d'un point de vue quantitatif et descriptif à intégrer des personnes issues de la diversité, mais aussi d'un point de vue plus dynamique, d'un point de vue qualitatif, à prendre soin par le management, par la qualité de vie au travail, de créer des conditions qui favorisent une expérience de vie au travail positive. Donc, en QVT, la façon dont on décrit, nous, l'inclusion, et je vous invite notamment à lire les productions extrêmement pertinentes de l'AFMD, l'Association française des managers pour la diversité, on dit bien que l'inclusion, c'est créer les conditions pour que chacun se sente intégré. Donc, on est vraiment sur une notion de
besoin d'appartenance et pour que chacun se sente reconnu dans son unicité. Et là, on est bien sur le besoin de reconnaissance. J'imagine que vous connaissez la pyramide de Maslow et les besoins fondamentaux de l'individu. Traduit au travail, ça fonctionne aussi avec quelques adaptations. Le besoin de se sentir intégré, on est vraiment sur l'étage du sentiment d'appartenance. Est-ce que j'ai accès aux informations de mon entreprise? Est-ce que j'ai accès aux ressources de mon entreprise? Est-ce qu'on m'implique dans les actions de l'entreprise? Est-ce qu'on m'implique dans les prises de décision dans l'entreprise? Voilà, ça c'est tout le volet sentiment d'appartenance. Est-ce que je me sens bien intégrée à l'intérieur de mon collectif de travail? Et puis le deuxième volet, c'est que je peux me sentir intégrée, mais pour autant ne pas me sentir reconnue dans mon unicité. Et c'est là où on va venir chercher plutôt le besoin de valorisation des singularités, entendre que quelqu'un qui est différent, c'est juste quelqu'un, tout court, c'est la réalité, c'est la vie, et que cette différence qui peut être décrite, au contraire, va amener cette richesse. Et donc, au lieu de dire on va faire avec les gens différents, eh ben, on va au contraire valoriser cette différence et toute la richesse de ces singularités. Et puis, ça vient chercher après quelque chose de très intime, qui est mon sentiment d'estime personnelle. Je vais avoir du mal à me sentir inclus dans une entreprise si l'on ne me renvoie pas le fait que j'ai de la valeur à titre personnel, que je ne contribue pas aux résultats, que je n'ai pas fait des efforts permettant de nourrir les actions vers notre mission. Donc, ça veut dire que le besoin de reconnaissance derrière, il est d'aller mettre en place des dispositifs permettant à chacun de se sentir avoir de la valeur, être reconnu aussi par les autres. Voilà, c'est très personnel. Ça nous appartient beaucoup. Nous, on aime dire ça chez Wonjo, hein, c'est un travail personnel, mais ça vient aussi chercher l'extérieur, puisque nous sommes des animaux sociaux, et ça vient chercher l'extérieur et la capacité de l'autre à me renvoyer ce sentiment d'être intégré et ce sentiment d'être reconnu dans mon unicité. Très bien, merci. Tu nous parlais du coup voilà, que c'était quelque chose d'assez personnel, mais tu nous as aussi parlé de management. Euh, pour toi, quelle est la place, par exemple, que va occuper le manager dans cet enjeu-là, dans ces enjeux-là? Ok. Alors, pour prendre soin de mon sentiment d'inclusion à titre personnel et pour arriver jusqu'à ta question et le rôle du manager, que je vais même élargir au rôle global de mes collègues et de cette personne morale qu'est mon employeur. Comme je le disais à l'instant, le sentiment d'inclusion, c'est un sentiment complètement personnel. C'est-à-dire que toi, Mathis, tu as un collègue, on va l'appeler Jean, vous faites partie de la même promo, vous êtes dans la même école, vous vivez dans la même ville, vous avez le même âge, vous êtes, en gros, vous vous ressemblez en termes de profil, mais l'un et l'autre, vous n'allez pas ressentir dans le cadre du collectif le même niveau de sentiment d'inclusion. Et ce que je préconise dans ces cas-là, c'est toujours de commencer par soi. C'est-à-dire que prendre soin de mon sentiment d'inclusion, pour moi, c'est avant tout une démarche individuelle. J'invite quiconque est interpellé par ce sujet, sensible à ce sujet, à d'abord se poser la question de quel est mon niveau de besoin. Peut-être que toi, Mathis, tu as extrêmement besoin qu'on t'aime. Peut-être que pour toi, faire partie d'un clan, c'est hyper important pour ta sécurité psychologique. Et peut-être que Jean, voilà, ton collègue, lui, il ne se pose absolument aucune question. La solitude, ça lui va bien. Il a eu une enfance extrêmement heureuse au cours de laquelle on ne lui a jamais renvoyé qu'il n'était pas la bonne personne. Voilà, vous avez deux histoires personnelles, des valeurs différentes, des croyances sur vous qui sont différentes, des croyances sur le monde qui sont différentes. Donc moi, j'invite quiconque dans un premier temps à se poser cette question, quel est mon niveau de sensibilité, quel est mon niveau de besoin en matière d'inclusion? Et c'est important de faire cet exercice-là à titre personnel parce que quand ensuite on va se retrouver en face du manager, vous imaginez qu'un manager qui manage 10 personnes qui ont toutes un très haut niveau besoin d'inclusion,
nécessairement, il ne doit pas et il ne peut pas manager efficacement son équipe de la même manière qu'une équipe où, en gros, on aurait beaucoup de comportements de personnes complètement détachées de leurs blessures d'enfance, hyper autonomes, pour ne pas dire indépendants. Donc, je crois qu'il y a une première étape dans la démarche personnelle qui consiste à aller se poser cette question. Voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à mon besoin? Et je l'accueille, je le regarde, et c'est OK. Il n'y a pas de jugement. Je suis comme je suis, là où j'en suis. OK. Une fois que je sais quel est mon niveau de besoin, j'inviterai et j'invite quiconque à aller identifier sa recette personnelle. Ce que j'appelle par recette personnelle, c'est que ce qui va contribuer à nourrir le sentiment d'inclusion d'une personne, les facteurs, les déterminants ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc, ce que je propose, c'est que chacun puisse lister par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui et ce qu'il a vécu dans le passé, qu'est-ce qui nourrit mon besoin d'inclusion? OK, par exemple, le fait que mes collègues le midi partent déjeuner en ville et me proposent toujours, systématiquement, si je veux venir avec elles, ça nourrit mon sentiment de faire partie de l'équipe. Autre exemple, quand mon manager, en réunion le lundi matin, prend le soin de venir me donner la parole dans la réunion pour me demander ce que je pense du projet qui est en cours. Ou quand mon CSE, donc les instances représentatives du personnel, lance une consultation et prennent soin de vérifier que j'ai répondu et que je me suis exprimée sur les conditions de travail. Donc, je vais identifier ce qui nourrit mon sentiment d'inclusion. Et j'invite aussi dans la balance à aller identifier qu'est-ce qui pourrait altérer mon sentiment d'inclusion. En clair, me sentir exclu. Exclu, trahi, humilié, enfin toutes les blessures qui font qu'on sort du collectif. Donc là, c'est pareil, les exemples peuvent être nombreux et parfois, si on met de l'objectivité, on se dit, mais waouh, c'est dingue. Par exemple, tiens, on lance un projet, je fais un document partagé que je mets sur un serveur et j'affecte les droits de ce document et puis j'ai oublié une personne. Il y a des personnes qui vont dire allô, est-ce que tu peux me rajouter les droits, s'il te plaît, sur le fichier? Et c'est cool. Il y a des personnes qui vont se faire, il y a le petit vélo qui se met en marche. Ah, il ne m'a pas donné les droits. Ah, mais de toute façon, et là, c'est le caillou d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je lui avais piqué son job, elle m'en veut pour toujours, et c'est le poids de la dette psychologique de cette personne qui fait qu'elle n'a pas mis les droits sur le fichier. Ça peut être des choses extrêmement anodines. On n'a en aucun cas le droit de juger ce qui blesse ou ce qui ne blesse pas pour la personne. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est une démarche personnelle, c'est que chacun doit faire, selon moi, cet effort introspectif d'aller chercher ce qui nourrit l'inclusion et ce qui peut l'abîmer. Et puis, une fois que tu sais quelle est ta recette, ce qui met du positif et puis ce qui peut t'abîmer, ce qui peut être très intéressant, c'est d'aller se demander finalement de qui ça vient. C'est-à-dire, qui a le pouvoir de me permettre de me sentir inclus, à qui je donne le pouvoir de générer chez moi ce sentiment d'exclusion. Et c'est là où, globalement, ce qu'on constate, nous, sur le terrain, la part de responsabilité donnée aux managers est gigantesque. C'est comme si les travailleurs et les travailleuses français restaient dans une forme de relation parent-enfant dans laquelle le manager et parent a du pouvoir sur ce que je vais vivre au travail, fait la pluie et le beau temps, sur mes activités, sur mon organisation, sur ma posture, sur la façon dont je ressens les choses et je vis les choses. Et je crois que, bien sûr, le manager a un impact sur notre expérience de vie au travail. Et mes collègues en ont un aussi. Et mon entreprise, dans ce qu'elle met en place dans le cadre collectif, a un impact aussi sur ce que je vis au travail. Il y a à l'extérieur mon manager, mon collègue, l'entreprise, le CSE, je ne sais pas moi, les gens qui sont dans le service d'à côté avec lesquels on est en train de mener un projet transversal. Tout mon écosystème relationnel a un impact sur la façon dont je me sens au travail. Et il y a un point qu'il s'agit de garder bien en tête, si on a envie d'être un adulte, c'est-à-dire un être humain au travail responsable, c'est que la première personne qui peut quelque chose pour moi, c'est moi. C'est-à-dire que c'est le chemin
que moi je vais faire pour me connaître, me comprendre, identifier ce qui est OK et ce qui n'est pas OK pour moi, c'est ce chemin-là qui va me permettre de me prendre en main, d'arrêter de rejeter la faute à l'extérieur ou d'offrir, de déléguer le pouvoir aux autres. C'est d'abord la question de mais comment je peux prendre soin de moi? Il y a des personnes, et votre servitrice, qui ont un gouffre d'estime d'elles-mêmes. Moi, j'ai un niveau de besoin de reconnaissance qui est gigantesque et qui vient de mon histoire, nécessairement, et de mon histoire personnelle, familiale, bien sûr, de ma petite enfance. Les personnes comme moi, vous en avez partout dans les entreprises. C'est presque 90% des Français qui hurlent en permanence le besoin d'être davantage reconnus, avec tout ce que ça peut embarquer derrière. Si 90% des travailleurs sont en permanence en train de demander à l'extérieur de mettre de l'eau dans le puits, alors que c'est un puits sans fond, vous entendez bien qu'en termes de bon sens, ça ne peut pas fonctionner. Ce qui veut dire que la première action à réaliser pour prendre soin de notre sentiment d'inclusion individuellement, et donc que le sentiment d'inclusion collective soit là, et donc que l'entreprise soit inclusive, c'est bien que moi, je travaille sur moi, à régler mes blessures d'enfance, à prendre soin de ce qui me fait du bien, donc notamment de ma qualité de vie au travail et de ma qualité de vie tout court. Et ensuite, bien sûr, formuler des demandes à l'extérieur parce que la façon dont je me sens est encore une fois intimement liée avec les attitudes et les comportements de notre système. C'est ce qu'on appelle la systémique. Et donc l'autre a non pas un pouvoir dans le sens strict du terme, dans le sens, pardon, plutôt galvaudé du terme, le pouvoir, voilà, les méchants pouvoirs. Il a le pouvoir, c'est-à-dire il peut, au contraire, il a le rôle et il peut avoir la responsabilité de contribuer à mon sentiment de qualité de vie au travail, à mon sentiment d'inclusion, parce que tout simplement, encore une fois, il fait partie de ma vie et donc je suis impactée naturellement, humainement, par son attitude et son comportement. C'est Ghislaine qui arrive le matin et tous les matins, elle fait la gueule. Voilà. Ghislaine, elle fait la gueule et puis comme moi, j'ai toujours l'impression que je suis jamais à la hauteur, je vais toujours me demander qu'est-ce que j'ai fait à Ghislaine pour qu'elle fasse la gueule. Alors qu'en fait, simplement, Ghislaine, on la connaît pas en fait. Ghislaine, on ne sait pas que par rapport à son biorhythme et sa personnalité, avant 9 h le matin à 3 cafés, il ne faut pas lui adresser la parole. Voilà. Donc, je vais me sentir rejetée par Ghislaine, alors que tout simplement, c'est le mode de fonctionnement de Ghislaine. Et Ghislaine, elle n'a potentiellement pas conscience que le fait qu'elle fasse la tronche le matin quand elle arrive, elle génère des effets délétères avec un niveau d'impact et une envergure qui la dépasse littéralement. Donc, nous, on invite beaucoup à ouvrir l'échange, à communiquer, à se connaître soi, mieux connaître l'autre, à partager ce qui fait que c'est OK ou ce qui fait que c'est pas OK la vie ensemble et le travail ensemble, pour que finalement, de cette démarche individuelle, on fasse émerger une démarche plus collective à l'échelle de l'équipe et à l'échelle de l'entreprise. C'est vraiment ce qu'on appelle, nous en QVT, on appelle ça le bottom-up, c'est faire remonter du terrain la réalité de ce qui est vécu pour que ce soit au niveau de l'équipe ensuite et des relations interpersonnelles, qu'on puisse mieux se calibrer pour, encore une fois, mieux vivre le travail ensemble et mieux faire le travail ensemble.